Gardien des âmes égarées. Ionuus Cryptborn, ou en français, Ionuus Cryptborn. Ionuus Cryptborn, dont les maintes reforges ont fait de sa voix un râle sépulcral, est une source d'admiration mêlée d'effroi pour les Sigmarites. On ne compte plus les fois où son intervention a renversé le cours de bataille désespéré, et sa seule présence en première ligne captive l'attention. Pourtant, si les jeunes et fringants héros n'hésitent pas à raconter comment le gardien et sa monture balafrée les ont sauvés d'une fin certaine, les plus vieux membres des hostes de Sigmar savent qu'ils doivent s'en méfier. De sombres rumeurs racontent que lorsque le gardien des âmes égarées s'en va après une bataille, les éternels de l'orage pourfendus une fois de trop, ou dont les reforges trop nombreuses les ont irrémédiablement marqués, disparaissent avec lui. Ionuus a toujours été intimement lié aux morts. Jadis, il était Éonide, Vendenst, un héritier des principautés d'Améthyste. Ce fief de Chiish osa se rebeller et mener une guerre impossible à Nagash quand il entama sa conquête des sous-mondes. Et l'insurrection d'Éonide le vit reforgé en tant que premier seigneur relictor de Sigmar. À l'occasion de ce nouvel appel aux armes, Ionuus combattit aux côtés de Vandus Hammerhand, héros des guerres des portes. Néanmoins, le caractère rebelle de Ionuus persistait, et il employait souvent des méthodes peu conventionnelles pour exécuter la volonté de Sigmar. Lors de l'un de ses exploits douteux, il s'allia à la reine Gore Valkia la Sanglante pour vaincre les forces de Nurgle. Au fil des siècles, son usage incessant de tactiques atypiques fit de Ionuus un maître stratège. L'amitié entre Ionuus et Vandus s'était érodée bien avant son départ des marteaux de Sigmar, tant il se sentait impuissant à l'idée de voir son seigneur célestan se déliter à chaque reforge. En cherchant en vain un remède dans les tréfonds de Chiish, il rencontra Cthorach, un draconique délabré, jadis préservé par les séraphons, mais qui avait vieilli prématurément après des années passées à proximité du Nadir. Le Drac souhaitait retrouver le sous-monde de son peuple, perdu après un sommeil millénaire, mais aussi apprendre comment l'affranchir de l'influence de Nagash. Chacun, mus par une cause similaire, préserver l'âme de leurs amis, les deux êtres s'allièrent. Après plusieurs vies, passé au service de Sigmar, le dieu roi a rappelé Ionuus pour lui confier un objectif supérieur. À présent, il intervient en tant que son champion dans tous les royaumes, venant en renfort des hostes de l'orage qui ont été décimés plusieurs fois pour guider ces âmes diminuées sur le chemin de la lumière. Cependant, lorsqu'une campagne prolongée touche enfin à son terme, il rassemble les éternels dont l'humanité ne tient plus qu'à un fil et les emmène on ne sait où. Et à ce jour, seul Sigmar sait à quelle fin. Première épine de Kurnoth. Beltanos. Malheur aux intrus marqués par Beltanos, car le temps qu'ils comprennent leur sort, les meutes de la première épine sont déjà à leur trousse par monts et par veaux pour piéger les proies de leur maître. En tant que vassal de Kurnos, le dieu chasseur endormi, Beltanos
a toute autorité sur les Curnoti, ou les Curnothi. Ses muscles ligneux et son corps de chasse resplendissant ont conduit nombre de mortels de Ghiran à parler de lui comme du héros du printemps. Et, quand il mène la traque, la saturation de magie de jade fait éclore des fleurs dans une explosion colorée et enchevêtre l'ennemi dans des sarments étouffants. La plupart des cibles de Beltanos ignorent qu'elles ont été désignées comme telles, car la marque distinctive peut être aussi simple qu'une écorchure de ronce ou le purite causé par la piqûre d'ortie. Mais le doute disparaît lorsque le corps de Beltanos retentit. Une fois qu'il a sonné, la proie entend le mugissement strident résonner jusqu'à son dernier souffle. Beltanos plie l'environnement à sa volonté d'un seul geste et éloigne sa proie des arbres afin que les chasseurs de Kurnos de sa suite l'abattent de leurs flèches ou de leurs faux. Le grand follet de Coranaline que Beltanos chevauche n'est pas un véritable insecte, mais la cristallisation de l'énergie de la vie. C'est lui qui confère à Beltanos son contrôle arboricole. Contrairement à leur semblable Sylvanès, plus direct, Beltanos et les adorateurs du dieu de la chasse se nourrissent des frappes préventives et des poursuites effrénées. Néanmoins, rares sont ceux qui savent que les responsabilités de Beltanos vont bien au-delà de la chasse au nom de son maître absent. En menant la traque, Beltanos entretient le feu de l'esprit de Kurnos. Qu'elle vienne à cesser, et la flamme s'éteindrait définitivement. Horticulus, Slimux, tua l'antique dieu lors des tumultes de l'âge du chaos, et Alariel sombra dans le désespoir quand on ne ramena de lui que sa lance. On raconte que le jour où Kurnos tomba, un grand éclair de jade calcina un arbre en plein cœur de son continent. Kurnotéal, donnant naissance à la première épine de Kurnos. Les légendes évoquent Beltanos émergeant des arbres pleinement formés et nantis des vestiges de la volonté de son maître. Bien que champion d'un autre dieu, il obéit à Alariel aveuglément, car la reine éternelle est la détentrice de la lance de Kurnos. Y recélait les derniers fragments de son existence. Pour sa part, Beltanos est un fanal d'espoir chez les Curnoti, ardemment convaincu de pouvoir ramener le seigneur de la chasse en repoussant les forces du chaos qui infestent les étendues de Ghiran. Bien que les arpents du royaume soient en pleine fanaison et Kurnotéal en proie à l'hiver, la première épine continue à brandir son corps et d'aller de l'avant. Avec chaque chasse, son entourage se fait plus nombreux. Les cerfs noirs. Dirigés par l'assassin Niv Blacktalon, les cerfs noirs frappent avec précision d'un scalpel et la vitesse d'une flèche. La première itération de cette bande remonte à des décennies, quand Sigmar cherchait à faire assassiner un ancien dieu, mais il décida de la dissoudre et d'en taire l'existence. Elle a été ramenée à la vie, Niv à sa tête, avec la ferme intention d'abattre un jour des êtres d'un genre plus corrupteur. Tel un dessin nécessaire des membres d'exception, triés sur le volet, possédant des talents martiaux complémentaires, de sorte que les cerfs noirs soient supérieurs à la somme de chacun de leurs éléments. En tant que meneuse, Niv a une profonde influence sur leur stratégie. Leur tendance à frapper comme la foudre
rappelle sa vitesse surhumaine innée et, bien qu'elle ne la mette jamais, son impétuosité. Depuis longtemps, les cerfs noirs sont accompagnés de la scruteuse dame Loraï, dont l'affinité idonette avec la magie des âmes leur permet de traquer des proies sur des distances immenses et d'empêcher les ennemis de les prendre en chasse à leur tour. Ensemble, les cerfs noirs forment un groupe de guerriers à la puissance incommensurable. Nive Blacktalon. Rapide comme le vent et féroce comme un ouragan, Nive Blacktalon, est l'assassin le plus éminent de Sigmar. Contrairement aux autres chevaliers Zephyroth, qui n'y recourent qu'en dernier ressort, Nive chevauche les vents éthériques avec une habileté déconcertante. Ses haches tornades en main et les courants occultes soufflant à ses pieds, elle se meut à une telle vitesse qu'elle semble se téléporter pour plonger ses lames dans le cou de l'ennemi avant de se retirer d'un bond. Ayant triomphé à maintes reprises des forces de Nurgle, Nive a atteint le rang de légende en Aqshy et en Ghyran. Toutefois, ces longues et sanglantes campagnes ont prélevé sur elle un tribut amer, et on raconte qu'elle tient désormais plus de larmes vivantes que de l'humain. Ses souvenirs de sa vie mortelle sont étrangement fragmentés, et n'apparaissent qu'en visions cauchemardesques quand elle dort. L'un de ses rêves, une ombre coiffée de cornes, la hante et la pousse à passer au crible les armées du chaos dans l'espoir qu'elle trouve enfin cet ennemi annoncé. Aux côtés de sa bande, Nive cherche à apprendre la vérité sur son passé brisé tout en coupant la tête des ennemis de Sigmar. Hendrik, son seul mentor, sait à quel point la vérité pourrait être dévastatrice, et il fera tout pour l'empêcher de la découvrir. Hendrik, le loup ardent. Héros respecté, fort de siècles d'expérience, le guerrier qu'on appelle le loup d'argent, le loup d'argent, est un artisan de la mort sur le champ de bataille. Si les adversaires de Hendrik ne succombent pas à la lame de Sigmarite vive comme la foudre, ils sont pris au dépourvu par le revers enchaîné de sa hache. Il est si versé dans l'art des lames que ses combats semblent presque chorégraphiés, et sa science insondable lui permet de répondre à presque toutes les bottes qu'on lui porte. Jadis, les cerfs noirs étaient appelés les loups d'argent en référence à leur chef, Hendrik. Puis, Nive a atteint un tel niveau sous le mentorat de Hendrik que Sigmar décréta qu'elle dirigerait le groupe et en changea le nom en son honneur. Il ne voue cependant aucune rancune en Sigmar pour sa rétrogradation en tant que l'un des plus fidèles serviteurs du dieu roi. Hendrik est convaincu que cette décision fut prise dans le plus grand intérêt du groupe, quand bien même il regrette la puissance de sa jeunesse. Il fait toujours office de figure paternelle pour Nive, et est toujours prompt à offrir ses conseils ou à tempérer la fougue de sa supérieure par des frappes parfaitement placées. Il a en outre combattu longtemps aux côtés de la scruteuse dame Loraï, et nul ne sait quels secrets ils partagent. Leur passé commun les lie étroitement. Shakana Goldenblade. Jouissant d'une précision et d'un tableau de chasse rivalisant avec ceux de Nive, Shakana Goldenblade est une tireuse d'élite issue des rangs des raptors d'avant-garde. Si elle est experte dans l'art de tuer à une distance extrême,
Elle est tout aussi efficace en combat rapproché en chevauchant à bout portant ceux qui voudraient l'abattre au corps à corps. Shakana supporte mal l'autorité de Nive, convaincu que, sous les ordres de leur patronne impétueuse, l'équipe suit une stratégie vouée à l'échec. Les disputes entre les deux guerrières ne sont pas rares. Quand Nive se moque de mourir à répétition pour atteindre ses objectifs, tandis que Shakana est obligée de voir sa rivale lentement s'éroder à cause des anomalies de la reforge. Toutefois, la colère de Shakana, lors de ces querelles, est alimentée... on recommence. Toutefois, la colère de Shakana lors de ces querelles n'est alimentée que par son désir de protéger Nive, fût-ce contre son gré. Seule leur attraction mutuelle, sur et hors du champ de bataille, dépasse la simple rivalité. Mais tant que ce lien n'entrave pas leur mission divine, le reste des cerfs noirs se contente de la laisser couver. Shakana est accompagné d'Anda, son aigle stellaire, qui accroît encore la dangerosité de Shakana en exposant les ennemis dissimulés par un cri perçant ou en décrivant des motifs précis en volant. Les deux se comprennent instinctivement et œuvrent de concert pour avertir les cerfs noirs des menaces imminentes. Rostus Oxenhammer. Engoncé dans son armure lourde et muni d'un grand marteau, Rostus est un bastion de robustesse. D'un revers de son arme démesurée, le paladin peut faucher un groupe armé tout en tenant la ligne pour ses compagnons les plus frêles. Il est la force indomptable des cerfs noirs, en corps comme en esprit. Sur le champ de bataille, il plonge là où les combats sont les plus rudes, tandis qu'autour du feu de camp, il n'est pas le dernier à lancer un trait d'humour ou à rassurer ses compagnons. Il préfère s'exprimer sans embâge, quitte à être brutal. Et il est rare qu'on lui reproche de pointer candidement du doigt les défauts des plans de Nive d'une façon qu'aucun de ses camarades ne se permettrait. Dans un groupe aussi aguerri, les disputes sont inévitables. Et c'est Rostus qui se charge souvent d'apaiser les tensions par sa dérision ou ses encouragements. Natif de Gour, Rostus s'oppose aux forces des dieux sombres pour des raisons personnelles, car sa famille fut exterminée à l'âge du chaos, et, bien que reforgé depuis une éternité, il porte encore en lui la culpabilité d'avoir abandonné les siens. Loraï, fille des abysses. L'élégante scruteuse dame Loraï accompagne les cerfs noirs depuis leur début. En tant qu'idonnette des mers profondes, elle a la peau pâle et glacée, et elle semble à la fois jeune et étrangement âgée. Son physique intemporel dissimule sa longue existence au service de son enclave, dont seul Hendrik a pleinement conscience. Bien qu'elle taise les motifs qui la poussent à accompagner les cerfs noirs, la bande n'a que peu de raisons de s'en plaindre tant la magicienne joue un rôle crucial dans la traque de leur proie à travers les royaumes. Elle est versée dans l'art de manipuler non seulement l'eau sous toutes ses formes, mais aussi les âmes des êtres vivants, et peut jouer avec leurs émotions, voire arracher un esprit à son corps. De surcroît, elle est un prodige consommé de la magie de l'oubli des idonnettes, qui lui permet de voiler ou éroder les souvenirs des mortels. On ne compte plus les fois où un ennemi des cerfs noirs, qu'il fût chasseur, assassin ou agent du chaos, s'est réveillé déambulant dans des brumes d'une contrée qu'il n'avait jamais visitée, ayant tout oublié de sa mission.
En dépit de ce don redoutable, Lorail a la confiance absolue des Serres Noires. Toutefois, si ses compagnons connaissaient les vraies raisons de sa longue collaboration avec Hendrik, peut-être serait-il moins conciliant.